Nicolas Comte, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes policier, secrétaire général adjoint du syndicat Unité SGP Police FO. Alors, à un peu plus de 2 semaines du début de l'Euro de football en France, il va y avoir 51 matchs entre le 10 juin et le 10 juillet. La finale de la Coupe de France, samedi dernier, a montré de graves dysfonctionnements. Ça paraît incroyable, on va voir des images, mais les spectateurs ont fait rentrer des fumigènes, des bouteilles de verre. On dit même qu'ils auraient fait rentrer des bombes agricoles à l'intérieur de l'enceinte. Ça paraît incroyable parce qu'on est fouillé de la tête aux pieds avant d'entrer dans le stade. Ah oui, ça paraît incroyable, mais là, il y a un double défi à réaliser. C'est-à-dire qu'il faut prendre des mesures de sécurité et il faut assurer une gestion de la foule. S'il y a un des deux points qui marche mal, eh ben, on a ce type d'événement. Et je crois que samedi soir, ce qui a surtout mal fonctionné, c'est la gestion de la foule, ce qui a eu comme effet de créer des goulets d'étranglement, des mouvements de foule. Et c'est probablement ça qui a fait qu'au niveau des contrôles de sécurité, il a fallu laisser passer les gens peut-être trop rapidement sans pouvoir les fouiller. Donc il faudra évidemment que ce soit rétabli avant l'Euro de football. Et il faudra mettre tous les moyens pour ça, parce que là, on avait des gens qui étaient complètement perdus sur le dispositif, avec aucun fléchage. Donc on est passé d'un dispositif à 24 portes. Voilà, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'avant, il y avait même 26 entrées, je crois. Ou 24 ou 26 entrées. Et l'UEFA a dit c'est trop, il en faut plus que 4. Oui, parce que l'UEFA veut élargir le périmètre de sécurité. Peut-être d'ailleurs pour des raisons commerciales. Enfin bon, il y a un périmètre dans lequel nous pourrons accéder que les gens qui ont des tickets d'accès. Ouais. Alors il y a 4 portes d'entrée sur ce dispositif. Alors on fait rentrer 80 000 personnes par 4 portes. Alors ça peut être éventuellement jouable si les gens viennent très en amont et s'il y a vraiment une gestion du flux du public qui est bien mise en œuvre, mais ça veut dire des signalétiques, ça veut dire des prises en charge par l'organisation de l'euro du public qui arrive à sa descente du RER, de manière à ce que les gens ne tournent pas, ne s'agglutinent pas, et qu'on ait véritablement un dispositif qui est fluide. Parce qu'il y a de l'attente pour le contrôle. Là, effectivement, il y avait des spectateurs qui étaient massés devant les 4 portes où il y a eu des goulets d'étranglement. Il y avait un spectateur qui dit un kamikaze se serait régalé. En fait, c'était très dangereux ce qui s'est passé samedi soir. Bien sûr, c'est-à-dire qu'on veut éviter qu'un kamikaze rentre dans l'enceinte du stade pour pas qu'il puisse faire du dégât dans le public, mais si on reporte le problème et qu'on a des personnes, des spectateurs qui sont massés pendant un temps long sur ce périmètre-là, on va simplement décaler le lieu à risque. Qui assure la sécurité? Qui est en charge de la sécurité du stade de France? Sur l'extérieur, c'est la police nationale qui fait les contrôles de sécurité et qui va assurer la sécurité du périmètre. Et à l'intérieur, c'est l'organisateur, donc là, en l'occurrence, la Fédération française de football, et pour l'Euro, l'UEFA. Et ceux qui vous palpent, ce sont des stadiers, ce sont des sociétés privées. Absolument, ce sont des sociétés privées, donc il faut mettre du monde aussi. Eh oui, mais est-ce qu'on est sûr d'ailleurs de ces personnels qui travaillent pour les employés privés? Est-ce qu'il n'y en a pas qui pourraient être de mèche avec des terroristes? De manière générale, les gens qui travaillent dans la sécurité privée aujourd'hui sont contrôlés. Il y a un agrément, il y a un organisme qui s'appelle le CNAPS qui délivre les cartes professionnelles. Pour l'Euro, c'est particulièrement surveillé. Par contre, les professionnels de la sécurité privée émettent des réserves sur le fait de pouvoir fournir suffisamment d'agents de sécurité sur l'ensemble des stades ou des fan zones. Et ça pourra poser un problème au moment de l'Euro. On avait cité en exemple la gestion du Stade de France lors des attentats du 13 novembre. Là, c'est un terrible contre-exemple. Qu'est-ce qui s'est passé? Le 13 novembre, ça avait été fait impeccabement. On a changé un système qui marche pour un système qui, samedi, n'a pas marché. Donc, c'est dans 2 semaines et demie, l'Euro. Oui. Soit il faut faire marcher le système qu'on a mis en place samedi en améliorant tout ce qui n'a pas marché, soit il faudra en revenir à un autre système. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, la sécurité au Stade de France, elle se passait bien, tant sur la question de la gestion de la foule que sur la question de la sécurité. On l'a vu le 13 novembre avec malheureusement des victimes aux alentours du Stade de France, mais des kamikazes qui n'ont pas pu pénétrer à l'intérieur. Et 0 mouvement de foule, parce qu'au-delà du risque terroriste, qu'est-ce qu'on craint quand on est policier et qu'on gère 80 000 personnes? Bien, c'est les mouvements de foule qui peuvent amener des morts. On a vu par le passé dans des stades, alors qu'il n'y avait absolument aucun mouvement, aucune attaque terroriste, des drames parce qu'il y a eu des mouvements de foule qui étaient spontanés et qui étaient subis. Donc au niveau du Stade de France, c'est quelque chose qui se passait très bien. On sait qu'on peut évacuer le Stade de France de manière extrêmement rapide en assurant une bonne gestion de la foule, mais ça c'est dans un dispositif à 24 ou 26 portes. Dans un dispositif
dispositif comme celui-là à 4 portes, on n'a absolument aucune expérience, si ce n'est samedi, et l'expérience n'était pas bonne. À vous entendre, il faudrait revenir au système à 26 portes. C'est vrai qu'on comprend très bien que pour évacuer 80 000 personnes... Moi, je me garderais de donner des leçons, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a des enseignements à tirer de ce qui s'est passé samedi. Ça marchait à 26 portes. Alors peut-être qu'on peut le faire marcher à 4, mais il va falloir mettre des moyens autres que ceux qui étaient là samedi, et il faudra que la foule soit bien canalisée. Il y a 51 matchs partout en France du 10 juin au 10 juillet. Bon, les policiers, j'imagine, c'est pas le moment de prendre des vacances. Non, ça, mes collègues voient arriver ça avec beaucoup d'inquiétude parce que tout le monde connaît la charge de travail qui est la leur aujourd'hui. Et puis on leur dit, écoutez, la charge de travail liée aux mouvements sociaux, la charge de travail liée à la lutte antiterroriste, vous l'avez emmagasinée, vous avez emmagasiné cette fatigue, mais il va falloir donner encore plus. Un mot sur les fan zones. Là, les fan zones, c'est quoi? Ce sont les attroupements dans les centres-villes, ouverts à tous, devant les écrans géants. C'est la concentration et dans les villes où il y a des stades. Patrick Calvar, patron de la DGSI, la semaine dernière, dit craindre une campagne terroriste caractérisée par le dépôt d'engins explosifs dans les lieux où est rassemblée une foule importante. Oui. Mais on se dit que c'est suicidaire de faire des fan zones. Alors, le problème, c'est qu'on a organisé l'Euro de football. À partir du moment où il s'organise, on ne va pas le faire avec des stades vides, on ne va pas le faire sans avoir aucun spectateur français ou étranger dans le pays. Donc les gens vont être là. Donc à un moment donné, il vaut mieux avoir une zone dans laquelle est concentré le public, plutôt que d'avoir un public qui serait disséminé dans tous les cafés de Paris ou de Marseille ou de Lyon, ou toutes les villes qui ont des stades. Parce que là, on va pouvoir assurer un contrôle de sécurité, aussi bien par l'organisateur à l'intérieur que par la police à l'extérieur. Mais de toute façon, ce qui est certain, c'est que si à un moment donné, il y a un terroriste qui est prêt à passer à l'action, s'il ne peut pas passer dans une fan zone, il pourra éventuellement passer ailleurs. Donc de toute façon, la lutte antiterroriste, elle va se faire par la sécurisation de ces fan zones. Et puis elle se fera aussi par les services de renseignement. L'accès aux fan zones ne sera pas totalement libre, on sera un petit peu fouillé, il y aura des barrières tout autour. L'accès aux fan zones ne sera pas libre, l'accès aux fan zones sera sécurisé et filtré. Nicolas Comte, avant de se quitter, un mot sur Kevin Philippi. Kevin Philippi, c'est ce policier qui était mercredi dernier, voilà, la France entière a vu ces images, dans cette voiture incendiée. C'est une vidéo amateur qu'on voit là, on le voit sortir de la voiture. On est scotché par ces images et ces techniques d'autodéfense. On vous les enseigne à la police? Ah oui, la parade croisillon, c'est un classique d'école de police. Simplement. Vous-même, vous le maîtrisez ça il y a longtemps que je ne l'ai pas pratiqué, mais on me l'a enseigné il y a fort longtemps, quand j'étais en école de police. Mais je j'ai jamais eu à l'utiliser. Souvent, la question, c'est est-ce qu'on l'utilise un jour? Il l'a utilisé, il l'a fort bien utilisé. Voilà, Kevin Philippi, qui précisément a été décoré samedi dernier par le ministre de l'Intérieur. On va voir des images, Bernard Cazeneuve. François Hollande était là. Quand vous voyez ces photos, Nicolas Comte, vous ressentez quoi? Beaucoup de fierté pour ce qu'il a fait, parce que je trouve qu'il donne une très bonne image de la police, Kevin Philippi. Et puis je trouve que c'est très émouvant, parce que moi je trouve ça très bien que, on le voit, un policier, et le métier de policier et d'adjoint de sécurité ou de gardien de la paix, c'est un engagement. Et cet engagement, il fait donner beaucoup de soi-même. Et ça fait que on est ému quand un jour on est reconnu pour ce qu'on a mis en œuvre sur la voie publique et pour le courage dont on a fait preuve. Il a ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait. Il n'a pas sorti son arme. Alors il a sorti son arme dans la voiture, il s'est ravisé, il n'a pas utilisé son arme. Et je crois que c'est tant mieux parce que ça aurait été compliqué pour lui. On vous attend au tournant sur le dérapage, là, dans ce genre ce qui se passe en ce moment, là, avec ce mouvement « Tout le monde déteste la police », qui est le slogan. Bien sûr, on nous attend au tournant en permanence. C'est-à-dire qu'on a des centaines de personnes, des milliers de personnes qui ont les yeux braqués sur nous, qui ont souvent des caméras, des appareils photo, des téléphones portables braqués sur nous. Et beaucoup de gens n'attendent qu'une seule chose, c'est de pouvoir mettre en cause la police. Et vous faisiez allusion à ce slogan qui est un slogan absolument honteux. On parle des mesures de sécurité à prendre pour l'euro. Il y a 6 mois, il y avait le Bataclan, il y avait les attentats à Paris sur les terrasses au Stade de France. Et 6 mois après ces attentats-là, avoir des gens qui se baladent dans Paris ou dans d'autres villes en criant « tout le monde déteste la police », c'est honteux. Merci. Et je crois qu'il y a ce sondage quand même. 3/4 des Français qui sont derrière vous. Oui, bien sûr, ils sont minoritaires, ceux-là, heureusement. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas Comte, donc policier, secrétaire général adjoint du syndicat Unité SGP Police FO. Merci.